Bonjour Alexandra Curiel. Bonjour Marie-Claire. Heureuse de vous recevoir. Donc, Alexandra, quand je vous ai invitée, j'avais envie en fait de montrer une autre facette de la direction d'entreprise que ce que je fais habituellement, puisque je fais des portraits de femmes entrepreneurs directement. Et où je voulais montrer justement comment ça se passait pour une DG salariée d'un groupe familial qui plus est, et dans une activité qui est une activité en plus traditionnelle, puisque activité quasi centenaire, le groupe GESMA, vous allez nous en parler bien sûr, mais équipement ferroviaire, donc véritablement du lourd, comme on peut dire, en la matière. Alors, avant de parler de GESMA en tant que tel, comment fait-on finalement pour devenir DG salarié d'une telle boîte quand on démarre dans les fusions-acquisitions chez Lazare? Alors bon, souvent comme beaucoup de choses dans la vie, c'est des hasards et c'est du travail. Donc j'ai effectivement fait du M&A pendant une quinzaine d'années et il est arrivé un moment dans ma vie où j'avais envie d'essayer autre chose. J'étais arrivée à la fin d'un cycle peut-être. J'ai beaucoup aimé le M&A, c'est un métier passionnant, extrêmement prenant mais très enrichissant. Mais on est côté conseil, on est toujours à côté de l'opération. Et je me souviens assez précisément du déclic que j'ai eu. C'était un soir, une nuit où je travaillais sur les synergies dans une fusion qui devait être annoncée quelques semaines plus tard pour les actionnaires. Et je travaillais avec les opérationnels qui élaboraient le plan de synergie, les synergies opérationnelles, les synergies de coûts, les synergies d'investissement qu'ils allaient déployer sur plusieurs années. Et je me suis dit, ça c'est la vraie économie, c'est contribuer à la création de valeur. J'aimerais bien faire ça et pas être juste à côté, passer d'un deal à l'autre, même si c'est un rythme que j'aimais beaucoup. Et j'ai eu envie de rentrer dans, si je puis dire, l'économie réelle, contribuer et sur un cycle de plus long terme. Et donc la bonne opportunité est arrivée au bon moment. À ce moment-là de mes réflexions, j'ai été approchée pour rejoindre le groupe GESMA. Oui, c'est l'envie de faire en fait. Finalement, c'est l'envie d'entreprendre en réalité. Enfin, on y reviendra peut-être, mais c'est les mêmes ressorts finalement de créer et d'entreprendre véritablement soi-même qui vous a motivé. Et alors donc vous êtes arrivé dans le groupe GESMA. Vous aviez eu une discussion, je crois, sur l'éventualité d'opérations à faire, et donc ça a accroché avec l'actionnaire familial et il vous a proposé donc de venir. Vous êtes rentré il y a maintenant une ça fera dizaine 10 ans d'années. l'année prochaine, donc bientôt 10 ans, bientôt mon 10e anniversaire. Oui, j'avais été embauchée au départ parce qu'il était question d'une réorganisation actionnariale. La société est restée dans la famille, au sein de la famille, donc j'ai contribué, de par mon expérience en M&A, à organiser la réorganisation. Et effectivement, après, j'ai eu la chance que l'actionnaire décide pour la première fois de l'histoire de la famille qu'il ne voulait plus diriger la société, puisqu'il y avait une famille actionnaire, c'est devenu un actionnaire unique. Il ne voulait plus diriger comme le reste de sa famille la société. Il a mis en place un COMEX. Et à ce moment-là, il m'a nommée directrice financière. Donc ça Vous avez commencé par là, directrice financière. Oui. Ça sortait un petit peu de ma comfort zone, mais ça restait des choses que je maîtrisais à peu près, puisque c'était de la finance. Et 2 ans après, il m'a nommée directrice générale. Et donc, pour la première fois, c'était quelqu'un qui n'était pas actionnaire, ni de la famille GESMA, qui était directeur général. Alors ça, par expérience, dans mon métier précédent, je sais à quel point c'est pas toujours facile, tant pour l'actionnaire familial que pour le salarié ou la salariée qui arrive. Surtout que l'entreprise, encore une fois, on le disait, elle a 100 ans l'an prochain. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise très installée, donc dans un domaine très traditionnel. Alors, comment ça s'est passé? Finalement, vous avez été confronté à quoi quand vous avez pris la direction de l'entreprise? Vous étiez en plus très jeune, vous étiez une femme jeune, dans un monde traditionnel. Donc, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, mais je pense que ça s'est bien passé parce que l'actionnaire m'a donné les facteurs qu'il fallait pour que ça se passe bien. Bon, d'abord, j'avais eu 3 ans de transition, donc j'avais appris le groupe, et je pense que j'étais légitime au sein du groupe, pas forcément tout de suite comme DG, mais en tout cas dans ma position financière, ma légitimité n'était pas du tout remise en cause. Mais c'est toujours pareil, c'est quand on travaille, quand on apprend, on fait des efforts, on arrive à faire reconnaître aux équipes, même si on est extérieur, qu'on est capable et qu'on est légitime. Et je pense qu'il y a 3 facteurs qui sont absolument essentiels pour que ça fonctionne dans une société familiale. Quand vous venez de l'extérieur, c'est d'abord, il faut que justement la famille assoit votre légitimité, vous donne l'autorité, alors pas le côté autoritaire, mais la capacité à diriger. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fait et qu'il a tout de suite fait, parce que c'est vrai que quand j'avais une autorité assez naturelle de par mon passé sur les aspects finances, et la société, c'est une société très industrielle, très technique. Et la finance, c'était pas la chose la plus importante dans le groupe. Donc, j'ai tout de suite apporté de la plus-value. Et quand j'ai été nommée DG,
c'était la première fois, donc c'était pas un GESMAR qui décidait. Et il y a certaines personnes de la société qui allaient vérifier quand même ce que je disais. J'ai pris des orientations qui n'étaient pas forcément les mêmes que ce que la famille prenait auparavant. Il y a eu beaucoup de modernisation, si je puis dire. Et donc, l'actionnaire était sollicité pour savoir s'il était d'accord. S'il validait, s'il était d'accord pour laisser faire. Ouais. Et il a tout de suite renvoyé à mon autorité en disant, maintenant, c'est Alexandra, la directrice générale, c'est elle qui décide. C'est bien. Donc ça, c'était absolument indispensable. Le deuxième aspect qui est important, je pense, c'est que quoi qu'il arrive, même si vous avez l'autorité, vous avez toujours la famille qui est présente. Et il faut arriver à bien délimiter qui fait quoi. Dans mon cas, l'actionnaire est évidemment au conseil de surveillance, donc il y a des décisions qui sont la prérogative du conseil de surveillance que je respecte. Je suis pas toujours d'accord avec certaines décisions, mais je respecte et lui respecte les miennes. À un moment, nous avons refondu complètement la marque et changé d'identité de marque. Ça, c'était plutôt de l'opérationnel, mais ça touchait. Ah oui, bien sûr, le cœur quand même. C'était son nom, c'était le logo de la société, donc il a voulu être beaucoup plus impliqué. Et bien, j'ai respecté évidemment. Et donc, il y a une délimitation claire. Il faut une délimitation claire, sinon ça revient vers la problématique d'autorité. Et la troisième chose, qui est vraie dans n'importe quel métier, mais je pense que c'est encore plus le cas quand vous êtes dans une famille, une société familiale, c'est il faut qu'il y ait une confiance et il faut qu'il y ait un alignement évidemment des directions. Dans une autre société, si ça va pas, vous changez de département, vous changez de boss. Dans une société familiale, il y a un boss. Et donc, si on n'est pas aligné et qu'on n'a pas une confiance réciproque, ça fonctionne pas. Donc, ça s'est bien passé. Bon, mais c'est bien. Je trouve très intéressant tout ce que vous dites là, parce qu'encore une fois, comme c'est pas toujours évident de donner vos trois règles fondamentales pour que ça fonctionne, je trouve ça très, très, très bien. Et alors, d'ailleurs, parlons quand même de GESMAR, parce qu'on n'a pas encore abordé. C'est quoi GESMAR et ça fait quoi et quels sont les enjeux de GESMAR aujourd'hui? Donc GESMAR, c'est une très belle ETI française qui a été fondée à Colmar en 1924, donc on aura 100 ans l'année prochaine, qui est spécialisée dans les machines. Nous concevons et nous fabriquons des machines pour la pose et l'entretien des voies ferrées, tout type de voies, les lignes à grande vitesse, les réseaux urbains, trams, métro, les lignes conventionnelles de fret ou les ports et les réseaux miniers. Nous sommes très fortement implanté à l'international. 80% du chiffre d'affaires est fait à l'export. 80%, oui, ça c'est très bien aussi. On a des filiales dans tous les continents. 4 usines en France, une usine en Italie, une usine aux États-Unis, parce que les besoins sont un peu différents. On est le leader de notre marché, un des leader sur certains segments. Il y en a une des gammes probablement les plus étendues qui vont des petites machines légères, ce qu'on appelle machines légères, qui sont utilisées toutes les nuits, par exemple par la RATP pour entretenir les réseaux des meuleuses ou des tire-feneuses, à des machines qui valent plusieurs millions, pour mesurer des véhicules roulants, pour mesurer les paramètres de la voie, ou des très gros portiques pour poser les voies. Donc c'est une gamme extrêmement large qui va des soudeuses aux camions rail route ou aux pelles. Donc on est sur toute la chaîne de valeur du rail. Et donc c'est un métier, alors encore une fois c'est un métier très industriel et en même temps vous avez beaucoup d'innovation sans doute. Oui. L'innovation, c'est absolument clé. On a la chance d'être sur un secteur qui est assez porteur. Il y a des enjeux qui sont très clairs. Il y a une augmentation de la densité dans les villes. Bien sûr. Il y avait moins de 50% en 2000 d'habitants dans les villes. On estime que ça sera plus de 70% dans 20 ans. Donc il y a un besoin de productivité, de systèmes de transport qui fonctionnent pour les villes. Donc nos enjeux, c'est d'être de plus en plus productifs pour nos clients, de leur permettre de faire des travaux de plus en plus vite, évidemment de façon de plus en plus sécurisée, surtout dans les réseaux urbains. Et donc la R&D est très importante parce que le rail, c'est un métier qui est quand même assez traditionnel. Les méthodes n'ont pas énormément changé depuis les débuts du rail. Alors en France, on a la chance d'avoir un des marchés qui est le plus... Il y a des normes très élevées et la SNCF est un client qui est extrêmement... rigoureux et qui veut beaucoup de produits exigeant, bien sûr. Et donc ça nous permet de développer des innovations en France qu'après on peut exporter dans le reste du monde. Mais donc la R&D c'est très important parce qu'il y a eu peu de changements dans les façons de travailler depuis des décennies et aujourd'hui il y a vraiment un besoin de développement beaucoup plus massif du rail grâce à tous les plans d'investissement et au besoin de développer aussi bien les trains à grande vitesse de transport de passagers fret que dans les villes où il y a vraiment un besoin prégnant. Avec l'impact également de la transition énergétique. Exactement. Et donc de ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Je suppose que là aussi vous travaillez beaucoup sur cette thématique-là en lien avec vos clients. Nous sommes la société qui a été la première à électrifier complètement sa gamme. Donc aujourd'hui, tous les travaux qui sont faits sur les rails peuvent être faits avec
des options complètement vertes. Et on permet aussi le rétrofit de nos machines, toujours dans une optique de diminuer la consommation, d'engagement écologique pour ne pas obliger les clients à racheter des machines. Donc il y a certains de nos produits qu'on peut rétrofiter, donc on travaille beaucoup là-dessus. Et on a été en avance de phase puisqu'on a compris ce besoin. Maintenant, c'est très bien parce que toute l'industrie s'y est mise et ça va accélérer le mouvement. Il y a des réseaux aussi qui n'autorisent plus les moteurs thermiques sur leur ligne, donc c'est bien parce que ça permet d'accélérer le mouvement. Et donc la R&D, c'est très important parce qu'il y a effectivement ce besoin écologique et aussi d'accompagner nos clients et être de plus en plus productifs le plus vite possible. Bah écoutez, je crois que là, vous avez fait la démonstration, s'il en était besoin, de ce qu'une femme qui dirige une entreprise industrielle, d'une part, ça existe, à la tête en plus des ETI, qui sont vraiment la partie qu'on veut voir développer en France. On a de très beaux grands groupes, on a beaucoup de TPE, mais la partie ETI, c'est la plus faible, donc on a besoin de la développer. D'ailleurs, il y a des appels permanents aux femmes pour rejoindre le monde de l'industrie et pour être dans le cadre de TI. Donc, bravo pour tout ça. Et on voit bien que ça fonctionne et que ça performe. Donc bravo et merci pour tout ce travail. Voilà, écoutez, notre émission se termine. Donc là, c'est la fin de la saison 1 avec ces 12 épisodes, si j'emprunte un petit peu le langage des séries, qui sont toujours très à la mode. Et je vous donne rendez-vous désormais à la rentrée, donc où on démarrera la saison 2 en septembre avec des témoignages qui, je l'espère, continueront à donner la pêche, puisque c'est ça l'objectif. Merci, très bon été à toutes et à tous.